En 2 ans, quel est son bilan? Le capitaine Ibrahim Traoré lui-même vous parle de son bilan. Un bilan satisfaisant. Un bilan salutaire. Peuple d'Afrique, peuple de l'AES, il est important que l'on puisse revenir sur ce bilan qui, ma foi, fait couler beaucoup d'encre parmi les apatrides, les ennemis du Burkina Faso. C'est significatif, c'est palpable, c'est visuel, mais ils sont dans le déni perpétuel. On écoute ici le capitaine Ibrahim Traoré qui vous déroule ici d'une manière succincte son bilan et ce qui est à faire et ce qui sera fait dans le futur. On écoute ensemble. Merci. Un certain nombre de risques qu'il faut mesurer et accepter d'assumer. Et parmi ces risques, il y a le fait de ne pas réussir la mission pour laquelle on était venu. Donc quand on vient, c'est soit ça passe ou ça casse. Dieu merci, on a pu réussir la mission pour pouvoir donc imprimer notre vision des choses à notre pays. Après ça, l'autre risque, c'est d'accepter d'abandonner tout. Voilà, on ne peut pas, en tant que jeune, être là donc au sommet de l'État et vouloir peut-être me retrouver sous des manguiers à manger du rusumbala comme les autres. C'est-à-dire accepter d'oublier sa jeunesse, accepter d'oublier la vie et se consacrer entièrement à la patrie. Un des risques, c'est cette situation que nous vivons, la déstabilisation. Parce que si vous voulez redresser la barque d'un tel pays, forcément, vous êtes obligé de sévir. Et en sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes très souvent sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça c'est à l'interne et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre pan, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos et on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population sur certains mots à 0 franc, certains rêves que nous avons, mais il va falloir faire beaucoup de concessions, il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc nous sommes préparés à ces situations, nous les vivons comme normal en fait, ça ne nous ébranle pas, ça ne nous fait pas peur, ça nous donne encore le courage d'avancer parce qu'à travers ces événements nous savons que la ligne directrice que nous avons optée est la meilleure ligne pour notre patrie, pour notre peuple. Donc nous vivons la chose comme ça et les comploteurs, actuellement, nous avons passé 2 années à sensibiliser, à parler, à mettre en garde. Les gens trouvaient qu'on mettait trop en garde. Mais c'était nécessaire pour que les Burkinabés voient d'eux-mêmes jusqu'où certains Burkinabés peuvent aller contre la patrie. Si on s'était mis dès le début à sévir d'une certaine manière, ce n'est pas évident que vous-même vous allez nous comprendre. Le capitaine Thomas Sankara a été mal compris à un moment donné, peut-être parce qu'ils ont commencé fort. Mais il fallait laisser le peuple voir, comprendre ce que c'est que ces comploteurs, communiquer avec le peuple. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont beaucoup compris. D'accord. Voilà. L'auditeur de Bobo Dioulasso voudrait savoir quel est le sort réservé à ces comploteurs-là. Comme nous l'avons dit, à partir de cet instant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun va assumer. Si quelqu'un entreprend des démarches comme ça, eh bien, il assume toutes les conséquences. Nous n'allons plus conseiller quelqu'un ou voilà, mettre en garde encore. Donc, on va revenir sur le cas de Barsalgo. Il y a un auditeur qui voudrait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire.
Barsalgo et la situation du pays a une histoire. En juillet 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Voilà, c'était l'objectif. Je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais bon, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'en parler. On n'a pas terminé le travail. D'accord. Vous l'avez déjà souligné, le nombre de recrues. Moumouni Ouedraogo, c'est un PDI. Lui vous appelle encore à augmenter le nombre de recrues de FDS pour libérer les zones encore sous emprise terroriste. Oui, nous sommes en train de recruter. Sur les 2 années, je pense qu'on est à plus de 30 000 personnes recrutées presque, dans l'armée seulement. Et les autres forces aussi ont recruté. Nous avons doublé, sinon même plus, la masse de forces donc, au niveau de l'armée des terres pour pouvoir faire face. Mais nous partons aussi à un rythme un peu lent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut autour du recrutement. Si vous remarquez, nous avons recruté en temps 5 000, après on est passé à 10 000, aujourd'hui nous sommes à presque 15 000, parce que la formation, il ne faut pas la bâcler. Et c'est l'occasion donc de remercier donc, certains pays, donc, notamment les pays de l'AES, qui nous ont donné un coup de main au départ. Le Niger, nous avons envoyé des troupes au Niger formées pour revenir s'installer. Nous avons envoyé des troupes au Mali formées. Nous en avons envoyé donc au Togo. Aujourd'hui, depuis que nous avons pris notre destin en main, comme on le dit, la plupart des pays européens qui offraient des formations au Burkina ont systématiquement fermé. Et certains pays, malheureusement, donc, qui sont nos voisins, ont automatiquement aussi fermé les rapports militaires avec nous, ont cherché nos stagiaires qui étaient chez eux. On a répondu à la réciproque aussi. Mais nous avons compris que nous pouvons nous former nous-mêmes, on n'a pas besoin forcément d'eux. Parce que la formation, c'est une question d'expérience dans la guerre et on réadapte en prenant en compte certains paramètres pour les nouvelles recrues. Donc, nous partons à un rythme voilà, qui peut paraître là à leurs yeux, il faut recruter beaucoup, mais nous voulons aussi bien les former, bien les équiper pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain parce que la menace grandit. D'accord. Justement, la réorganisation de l'armée revient. C'est une question de Ama Diallo de Dori. Et il demande quel résultat sur le terrain avec cette stratégie. Ah mais si on n'avait pas réorganisé et créé des unités organiques, on ne pourrait pas tenir, c'est pas possible. Parce que comme ils l'ont dit, dès qu'on a pris notre virage, vous avez vu que l'intensité des combats est montée d'un cran. Et il fallait s'adapter automatiquement. Et chez nous, dans l'armée, quand on dit une unité, ce sont des gens qui vivent ensemble, qui se connaissent et qui combattent ensemble. Et quand il y a des situations, ils sont prêts à tous mourir ensemble, mais ils ne peuvent pas avoir certains comportements. Depuis longtemps, nous ne combattons pas en unité. Voilà, nous on aime dire dans notre jargon, c'est des cotisations. Chaque corps envoie quelques soldats, on les rassemble, on part les déposer quelque part. Ce n'est toujours pas fini. Il y a certaines positions toujours qui sont dans cette configuration. Et c'est difficile de combattre comme ça. Vous partez, vous retrouvez sur le terrain, vous ne vous connaissez pas bien. Vous n'êtes pas habitué, vous ne connaissez même pas son nom. On vous attaque. Vous n'avez pas confiance en lui. Comme une équipe de football. Ouais. Si on se met à rassembler des gens qui ne se sont jamais vus, qui ne se connaissent pas, bon, c'est très difficile. Et tous nos détachements étaient comme ça, nos unités c'était comme ça. Et donc, nous avons rapidement compris ça, qu'il faut changer, parce que nous-mêmes, nous avons fait ça. Moi, j'ai été sur le terrain avec des hommes que je ne connais pas. Et je vous dis que vous êtes bleu, vous sortez, vous arrivez, vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Vous ne savez pas qui est qui, souvent même... C'est très compliqué. Donc aujourd'hui, nous avons des unités organiques qui ont permis de contenir la situation. Nous avons créé beaucoup de birs et au niveau de la police, nous avons réorganisé en Goumi. Ils en ont plus d'une dizaine qui ont pu contenir la situation dans certaines zones. Au niveau de la gendarmerie, c'est les esseries qu'ils ont créées, il y en a 3 je pense, qui aussi assurent la sécurité sur certains axes stratégiques. Donc nous allons continuer à créer des unités organiques. L'armée de terre actuellement est en train de se réorganiser pour mettre fin dans un délai donné à ces détachements où il y a des cotisations.
donc pour avoir des unités organiques. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Là, nous aurons une armée bien structurée, bien organisée et des unités dignes de ce nom. Monsieur le Président, comment se fait aujourd'hui la coordination de la lutte contre le terrorisme au sein de l'espace AES au regard des attaques qui se multiplient dans l'espace AES? Oui, la coordination se passe très bien. Et comme vous l'avez dit, les attaques qui se multiplient, l'AES est une cible. Voilà, c'est voir des Africains s'unir, c'est pas bon pour d'autres personnes. Donc, il faut tout faire pour casser cette alliance. On comprend, mais nous sommes là pour ça. Et voilà pourquoi très tôt, nous avons commencé donc à mettre en place immédiatement dans chaque pays des officiers de liaison. Voilà, donc il y a des Burkinabés au Mali et au Niger qui participent donc au centre des opérations. Il y a des Maliens, des Nigériens au Burkina, ainsi de suite. Donc dans chaque pays, il y a des équipes d'officiers qui ont été dépêchés pour faire office de liaison, pour coordonner au niveau des centres des opérations tout ce qui se fait en interarmes. Je vous ai parlé tantôt de la formation. On a fait beaucoup de formations ensemble. Et si vous vous souvenez, dès le départ, il y a des gens qui ont signalé entre-temps des forces spéciales guinéennes qui étaient ici. Ils sont venus nous aider à former. Et dans l'AES, on a eu beaucoup de formations ensemble. Vous avez dû voir des rumeurs qui ont circulé des forces burkinabées à l'aéroport de Niamey, ainsi de suite. On a fait de l'entraînement ensemble, mais on fait aussi du combat ensemble. Chaque semaine que Dieu fait, vous allez trouver des unités burkinabées et nigériennes ensemble en train de manœuvrer. Donc la coordination, on peut dire actuellement, est plus que parfaite. Que ce soit dans les moyens terrestres ou donc au niveau des vecteurs aériens, nous arrivons à très bien coordonner, à nous appuyer mutuellement tant qu'on peut. Donc actuellement, c'est la force sahélienne qui est en gestation, ce que vous appelez force conjointe. Donc il y aura l'état-major unique qui sera donc mis en place avec une très grande force pour pouvoir agir dans tout l'espace. Et c'est quelque chose qui peut prendre peut-être quelques mois. Auditeurs, il y a maintenant 2 ans que, sous votre impulsion, le Burkina Faso a engagé une guerre totale contre les groupes armés terroristes. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de la reconquête du territoire national? Merci. Nous ne cesserons de parler de la situation donc, du terrain, parce que c'est l'essence même de notre combat. Et comme vous avez pu le constater, je pense que dès qu'on a commencé nos actions, il y a eu un autre visage du terrorisme que les Burkinabés ont découvert. Voilà, donc ça nous a interpellé beaucoup, que ce n'est pas juste du terrorisme. Je pense que l'objectif de ces gens est encore plus grand que ça. La dernière fois, je parlais de guerre de 4e génération. Voilà, ils ont manipulé beaucoup de gens pour les mettre contre leurs frères. Aujourd'hui, vous regardez tant chez les terroristes que chez nous, ce sont des jeunes qui meurent. Et donc, il faut freiner ça, il faut arrêter ça vite. Et pour le faire, il fallait s'armer de courage, se former, recruter, parce que l'effectif, l'équipement, rien n'était à la hauteur pour pouvoir faire face. Et je me souviens que les terroristes avaient dit que le 31 décembre 2022, ils allaient fêter la fin d'année à Ouagadougou. Et après, quand on fait l'analyse, on se rend compte qu'ils pourraient le faire. Qu'est-ce qui allait les arrêter? Je ne vois pas. Avec leur nombre qu'ils avaient, les cellules dormantes et tout, s'ils s'activaient un jour 20 décembre comme ça, ils pourraient fêter à Ouagadougou, rien ne pourrait les arrêter. À moins qu'on fasse appel encore à ces mêmes puissances qui les ont créées pour venir s'interposer et nous mettre encore dans l'esclavage. Donc, quand on a pris nos responsabilités, vous avez très vite vu qu'on a commencé à recruter, tant sur le volet militaire et aussi au niveau des VDP, pour essayer de contenir la menace. Aujourd'hui, l'armée est beaucoup plus équipée qu'elle ne l'a jamais été, mais nous disons encore ça, ce n'est rien. L'équipement va venir 10 fois, beaucoup de fois plus performant que ce que nous avons. Nous allons continuer à recruter pour avoir une armée forte, parce que l'indépendance, la souveraineté, tant que vous n'avez pas une armée forte, vous ne pouvez pas vous assumer. Donc ça va continuer dans ce sens et nous continuerons de faire face à la menace ainsi. Concernant toujours la lutte contre le terrorisme, certains Burkinabés font le lien entre réconciliation nationale et lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous comprenez leur logique, Monsieur le Président? C'est une phrase qui a emballé beaucoup de gens, mais il faut que les gens arrêtent de s'emballer avec ça. Réconciliation nationale, qui est en conflit avec qui?
il faut se poser la question. Nous sommes en conflit avec des bandits armés qui tuent sans distinction. Nous ne voulons pas nous réconcilier avec eux. Si c'est ça que les gens appellent réconciliation, nous ne voulons pas cette réconciliation-là. Soit ils arrêtent, ils déposent leurs armes, ils reviennent à la République, mais nous ne pouvons pas laisser des gens en train de nous tuer et nous asseoir parler de réconciliation. Non, nous allons combattre. Nous allons combattre jusqu'à ce qu'ils soulèvent eux-mêmes le drapeau blanc et venir. Et on verra. Donc, ce sont des termes que souvent certains emploient sans même savoir de quoi il s'agit. Nous recevons des correspondances dans ce sens aussi. Des gens qui nous écrivent pour, soi-disant, nous donner des stratégies dans le sens de la cohésion sociale et tout, et réconciliation nationale. Mais quand vous lisez au fond, écoutez, on ne peut pas réconcilier les gens de cette façon. Il y a des gens qui ont détruit ce pays. S'ils ont des problèmes en justice ou des problèmes avec la société, mais il faut résoudre ce problème. Il faut que les personnes reconnaissent, peut-être payent ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils ont pillé et tout. Avant qu'on parle de réconciliation, il ne s'agit pas de balayer tout ça du revers de la main et dire au nom de la réconciliation, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Ça, c'est de l'impunité. Nous retrouvons Hervé Kaboré pour d'autres séries de questions sur la sécurité et la défense. Hervé Kaboré. Oui, Chantal Nikema, Clément Guigemdé nous appelle de Bobo Dioulasso. Je voudrais savoir si le président pouvait rassurer que les 30% restants seront reconquis en 2025. Clément Guigemdé aussi salue les initiatives présidentielles qui vont faire du pays un État émergent. Et il se demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez uniquement faire la guerre. Et puis il y a Julien qui nous appelle de Gawa dans le sud-ouest et dit « Les forêts étant le nid des groupes armés terroristes, le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer et consolider ces forêts ?» Il y a Diallo Aruna qui nous appelle de PA. Il demande « Est-ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariats dans les communes qui n'en disposent pas ?» Merci. Merci Hervé pour cette série de questions. Nous allons commencer par la question de Clément Guigemdé sur la reconquête du territoire national. 70%, à quand les 30% restants, la reconquête des 30% restants? Le souhait est que si demain on peut reconquérir les 30%, on le fait. Je disais à certains que le matériel que j'ai remis dernièrement aux forces, personne ne le voit sur le terrain d'abord. Donc les gens s'entraînent très bien. Actuellement ils sont prêts. Donc dans quelques jours, la lutte va reprendre de plus belle. Et nous espérons aller très vite, reconquérir le maximum, reverdir autant que possible. Quand on dit reverdir dans notre jargon, ça veut dire avoir des espaces où les gens pourront faire leur tourisme, faire tout ce qu'ils veulent en toute liberté. Vraiment free, comme on le dit, sans crainte. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de développer et ça se fait en tandem défense et sécurité parce que autant que les forces qui sont en première ligne évoluent, il faut qu'à l'arrière on réorganise les forces de sécurité pour pouvoir assurer donc la pleine quiétude des populations. Donc nous poursuivons. 2025 est décisif et nous allons aller dans ce sens.